Après avoir décrit les propriétés de notre profil dans son ensemble, donc les mesures, les différents horizons, les indices sur la roche-mère, le drainage, on va vouloir commencer à décrire horizon par horizon quelles sont leurs propriétés. Une des propriétés que l'on va décrire, elle est en dernier dans les fiches de terrain parce que c'est pas la propriété la plus importante, mais comme c'est celle peut-être qu'on remarque en premier, j'ai décidé d'en parler en premier, donc c'est la couleur de nos horizons. C'est une des raisons qui fait qu'on va distinguer nos différents horizons là, quand on détermine notre profil. Donc pour évaluer la couleur de nos horizons, on va se référer à un instrument standardisé qui est la charte de Munsell. Sinon, on a beau dire que c'est brun, ça ne nous aidera pas beaucoup à décrire notre sol. Donc, la façon de procéder, bien, je peux montrer d'abord la charte de Munsell, comment elle est construite. Donc, ça ressemble à des palettes de couleurs comme pour la peinture. Et donc, on a différentes pages avec différentes gammes de couleurs sur chacune des pages. Et là, bien, chacune des pages correspond en fait à une combinaison différente des couleurs rouge et jaune avec un code qui correspond dans le coin supérieur droit. Donc ici, 7.5 YR, 10 YR. Donc ça, c'est la combinaison de rouge et de jaune. Et ensuite, on a deux variables, donc de luminosité et d'intensité de la teinte. Et on va chercher à savoir à quelle parcelle de couleur notre sol correspond en le comparant. Donc, il y a différentes façons de l'utiliser. Soit on peut utiliser le plastique transparent puis déposer notre sol sur le dessus. Soit on peut utiliser les petits trous dans la page puis aller placer un petit peu de sol à l'arrière pour faire la comparaison. Moi, je trouve que c'est de cette façon-là que ça fonctionne le mieux. Donc, je vais prendre un petit morceau de sol dans mon premier horizon. Je n'ai pas besoin d'une très grande quantité. Et je vais comparer ici, voir. Donc, j'ai un sol qui est déjà pas très rougeâtre. Donc, je suis pas mal dans des teintes assez fortes de jaune. Puis, donc, je dirais que je suis assez proche là, entre ces deux pastilles de couleurs. On peut vérifier avec les pastilles voisines. On peut s'assurer aussi en comparant avec les pages voisines qu'on est bien dans la bonne gamme de couleurs. Ici, c'est pas mal proche. Donc, pour compléter, en fait, on va décrire notre couleur par un code qui va commencer par le code du coin de la page et qui va être suivi de la valeur ici à la verticale. Donc, ici, on aurait la valeur 4 pour la pastille du bas. Et ensuite, la valeur qui apparaît à l'horizontale, donc on aurait la valeur 3. Donc 10 YR 4 / 3, ça serait notre code de couleur. Puis si on va sur la page opposée, 4 sur 3, bien, on a le nom de la couleur qui correspond. Donc ici, on est entre le brun et le brun foncé, ce qui ne nous aide pas beaucoup plus qu'au début. Par contre, on a des couleurs qui sont un petit peu plus, qui ont des noms un petit peu plus précis. Donc un brun très pâle, jaune, brun jaunâtre. Donc on a différents standards de couleurs comme ça qui permettent de faciliter la comparaison d'une personne à l'autre quand on décrit la couleur. Donc la couleur, elle va nous servir à quoi? C'est une propriété des sols qu'il faut utiliser disons, de façon nuancée. C'est un complément d'information aux autres propriétés du sol parce qu'on sait qu'un même processus dans deux sols différents peut donner des couleurs différentes ou des processus différents peuvent donner aussi une même couleur. Donc, en fait, il y a différents facteurs qui peuvent mener à une même couleur, donc il ne faut pas interpréter la couleur du sol d'une façon isolée. Il faut vraiment l'utiliser en complément avec une série d'autres observations et mesures. Donc, la charte de Munsell, elle va nous servir dans un premier temps à décrire la couleur de la matrice de chaque horizon, c'est-à-dire la couleur qui est prédominante. Mais si on a des horizons dans lesquels il y a des mouchetures, comme c'est le cas ici, on va vouloir aussi décrire ces mouchetures-là. C'est-à-dire qu'on va décrire, oui, leur couleur, mais aussi leur abondance. Donc, par exemple, leur pourcentage dans l'horizon en question, leur grosseur, donc on peut les mesurer, leur netteté ou leur niveau de contraste, en fait, avec la matrice. Donc, jusqu'à quel point elles sont bien perceptibles, bien distinctes. Donc, je vais pouvoir prendre un petit morceau de sol, comme je l'ai fait tantôt, mais dans ma moucheture, pour le comparer lui aussi
à la charte de Munsell. Une autre propriété de nos horizons qu'on va vouloir décrire, c'est premièrement savoir si c'est un horizon minéral ou organique, puis ensuite, si c'est un horizon minéral, est-ce qu'il y a quand même présence de matière organique à l'intérieur, et de matière organique sous toutes ses formes. Si on est dans un milieu boisé, une des choses qu'on va vouloir observer, c'est près de la surface ici, est-ce qu'on a des horizons organiques, par exemple, composés de la litière, donc une couche de feuilles mortes, par exemple, une couche d'aiguilles de pin pourrait être la litière. Donc, est-ce qu'on a un horizon composé de fibres, donc les feuilles, les branches et les aiguilles qui ont pu commencer à être décomposées dans leurs parties les plus tendres, mais dont il reste les parties les plus coriaces? Et est-ce qu'on a un horizon d'humus qui serait à ce moment-là plus décomposé, donc un degré plus avancé de décomposition? On verrait que c'est de la matière organique par la couleur foncée, mais on ne serait plus capable de reconnaître les structures. Donc ici, on n'a rien de ça parce qu'on passe directement de la végétation vivante à notre premier horizon qui est minéral. Il reste que cet horizon minéral, il est quand même relativement riche en matière organique, parce qu'on le voit d'abord par sa couleur brun foncé, donc il y a une certaine incorporation de matière organique qui s'est faite jusqu'à cette profondeur-là, qui était à peu près 40 cm. Et l'autre chose qu'on va observer, c'est la présence de racines. Et ces racines-là, on va vouloir les décrire. Et on remarque très bien, on a délimité tantôt nos deux premiers horizons sur la base principalement de leur couleur, mais le critère de la présence et de l'absence de racines marque aussi assez bien cette délimitation-là parce qu'on a une absence quasi totale de racines en dessous de notre niveau de 40 cm. Donc, pour décrire les racines, on va vouloir décrire leur abondance et leur grosseur. Donc, pour ce qui est de la grosseur, on va regarder le diamètre des racines, donc des racines très fines qui sont plus petites qu'1 millimètre. Donc, on en a quelques petites racines très fines ici qui sont visibles, jusqu'à des racines pas mal plus grosses ici. Donc, on est de l'ordre du centimètre, donc on est dans ce qui est considéré comme des grosses racines et parfois, on peut en trouver des bien plus grosses que ça encore. Et il existe aussi des catégories qui vont nous permettre de décrire l'abondance des racines. Donc, en considérant un échantillon de 10 par 10 cm, représentatif de l'ensemble de l'horizon. Donc, on va évaluer le nombre de racines fines et très fines. Puis ça va nous donner une catégorie d'abondance également. Même chose pour les moyennes et grosses racines. Donc, un tableau que vous pourrez consulter en annexe pour savoir à quelle catégorie ça correspond, quelle catégorie d'abondance. Également, on va vouloir porter attention à la présence d'organismes vivants. Ici, présentement, dans le profil, on n'en voit pas du tout. C'est souvent en creusant qu'on va les trouver. Donc, c'est une bonne idée, si on y pense, de prendre en note, comme hier quand j'ai observé la présence de vers de terre, donc de prendre en note à quelle profondeur je suis rendue quand je tombe sur ces organismes-là. Et eux aussi, donc leur présence, leur absence peut être des indices qui seront à mettre en lien avec les autres propriétés du sol qui auront été observées dans le profil. On va vouloir ensuite décrire la porosité de nos différents horizons. C'est évidemment une estimation seulement et une estimation juste de la macroporosité parce que c'est la porosité qui est visible à l'œil nu. Donc ici, par exemple, on voit qu'il y a des petits trous un peu partout dans la surface. On va vouloir, encore une fois, sur un échantillon de notre horizon, estimer quelle est la proportion de la surface qui est occupée par des trous visibles à l'œil nu. Donc ici, peut-être, on a quelque chose quand même d'un petit peu plus poreux. On serait peut-être dans le 5 à 10 %. Si on se déplace vers un horizon plus profond, ici, on a des trous qui apparaissent à la surface du profil, mais qui ont été créés artificiellement parce qu'il y avait des cailloux à cet endroit-là qui ont été délogés en creusant. Donc ça compte pas vraiment. Puis si on regarde le reste de la surface, il y a
quelques petites aspérités, quelques petits trous, mais c'est tellement compact, c'est très peu poreux. Donc, on peut estimer à ce moment-là qu'on serait en dessous du 5 % de porosité. Donc, on peut faire une évaluation, une estimation comme ça à partir de ce qu'on observe sur le terrain. Notez ça. Et ces observations-là vont nous servir de validation au moment où on va mesurer réellement la porosité de nos échantillons en laboratoire. Maintenant, pour mesurer la compacité de notre sol, on va utiliser un instrument qui s'appelle le pénétromètre. Donc, il en existe différents modèles. Il y en a qui s'utilisent depuis la surface du sol, ils sont plus gros. Celui-ci, on peut l'utiliser directement dans le profil. Donc, on voit qu'il y a une tige standardisée, donc avec une marque ici qui nous indique jusqu'à quelle profondeur va falloir enfoncer la tige. Et en enfonçant la tige, il y a un ressort à l'intérieur qui va déplacer l'anneau blanc mobile ici, le long d'une échelle graduée, et c'est la lecture à la base de l'anneau qui va nous donner notre mesure, ici en kilogrammes par centimètre carré. Donc, ça mesure la force qu'il faut appliquer pour entrer la tige jusqu'à la profondeur indiquée. Donc, si je le fais dans mon premier horizon, il faut quand même forcer pas mal. Et donc là, je suis à une lecture qui est entre 3,5 et 4, donc peut-être à peu près à 3,75. Et ça, comme la compacité peut quand même varier à l'intérieur d'un même horizon, ça peut ne pas être représentatif. Donc, idéalement, je vais prendre plusieurs lectures. Donc, on voit que déjà ici, c'est un petit peu plus facile. Je vais avoir une lecture un peu plus basse. Donc, j'essaie de prendre des endroits là, qui n'ont pas été... qui ne semblent pas avoir été trop perturbés. Ici, je suis à 3, donc ça varie donc, entre 2,75 3,75 à peu près. Donc ça, c'est pas tant la valeur absolue qu'on va utiliser que la valeur relative et la différence entre nos différents horizons qui va nous montrer lesquels sont plus compacts, lesquels sont moins compacts. Et on va également se servir de ces observations-là comme validation quand on va faire des mesures en laboratoire de porosité, entre autres. Ça va être deux propriétés qui sont étroitement liées l'une à l'autre. Donc, une des propriétés très importantes de notre sol qu'on va vouloir décrire pour chaque horizon, c'est la structure ou la présence ou l'absence d'agrégats. Donc ici, c'est intéressant, on a deux cas différents qu'on va pouvoir observer dans notre premier horizon, puis dans notre deuxième et troisième. Donc premièrement, il faut savoir que ce n'est pas tous les sols ou tous les horizons qui vont avoir une structure. Certains vont être sans structure, soit parce qu'ils sont particulaires, donc les grains sont tous séparés les uns des autres, soit ils sont massifs, donc sans structure mais massifs parce que les grains sont tellement soudés les uns aux autres qu'ils ne forment pas des agrégats distincts. Donc ici, dans notre premier horizon, on voit très bien dans le sol non perturbé, quand on observe la surface, qu'il y a des petites mottes. Donc, les agrégats sont très bien visibles directement dans la surface du profil. Tandis que si on se déplace vers les horizons inférieurs, on n'a pas ce même phénomène-là. La surface, elle est continue. On ne voit pas apparaître de plaquettes ou de granules ou de formes quelconques là, qui nous montrent qu'il y aurait une présence d'agrégats. Donc ça, c'est la première observation qui est à faire directement dans le profil lui-même. Ensuite, bien, on peut prendre un petit peu de sol dans la main pour observer mieux ces agrégats, donc regardez, examiner de plus près leur forme, leur grosseur. Ici, on est de l'ordre de quelques millimètres. Et aussi, à savoir leur degré de développement. Donc déjà, le fait qu'ils sont bien visibles dans notre profil, ça nous indique un bon degré de développement. Le fait qu'ils se tiennent aussi, donc que je les mets dans ma main, il y en a qui se désagrègent, mais il y en a qui restent quand même entiers. Puis, il faut quand même appliquer une pression significative là, pour les défaire. Donc, il y a une certaine solidité. Donc, j'ai un horizon 1 qui a probablement une structure granulaire, probablement en lien avec les vers de terre qu'on a observés en creusant. Et un horizon 2 et 3 qui sont sans structure parce qu'ils sont massifs. Donc, en lien avec la structure, on va vouloir évaluer la consistance de notre sol dans les différents horizons. Ici, j'ai pris un fragment dans mon horizon 3. Et la consistance, bien, premièrement, on peut l'observer à l'état sec ou à l'état humide. Et généralement, bien, on va le faire dans les conditions dans lesquelles le sol se trouve au moment de faire l'observation. Donc ici, on est à l'état sec. Et on va vouloir vérifier c'est quoi la pression qu'il faut appliquer
pour que les fragments se brisent. Donc, savoir c'est quoi la dureté de nos mottes de sol. Donc, c'est sûr qu'avec un sol particulier, il n'y a pas de consistance du tout. Et ici, on a un sol qui est massif, donc sans structure. On peut prendre un fragment puis examiner c'est quoi la force qu'il faut appliquer pour le séparer ou c'est quoi la force qu'il faut appliquer pour écraser un fragment. Je vois quand mon pouce et mon index, je suis incapable d'écraser ou ça prend une force quand même assez grande pour faire éclater le fragment. Donc, c'est un sol qui est quand même assez consistant. Donc, après chacune de mes observations, donc ici sur la consistance de mon sol, évidemment, je reviens toujours à mon tableau dans les fiches terrain pour prendre en note ce que j'ai observé pour chacun des horizons.